Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube, il y a pareil la même chose en description. Tant que j'y suis, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir. On a dépassé les 3400 abonnés, voilà, en route pour les 4000. Pareil en description, il y a un lien vers tous mes réseaux, TikTok, Twitter, Instagram. Voilà, c'est dit donc maintenant, on va commencer maintenant. On attaque avec peut-être l'une des plus belles sorties de ce mois de juin, c'est Miroir. Donc c'est de Demisu Posuka et de Kaiju Shirai, qui est donc le duo qui est derrière The Promised Neverland. Donc ils reviennent avec un petit one-shot alors qui est censé être inspiré de la vie de Gabrielle Chanel. Euh, je vois pas trop en quoi. Enfin, je vois pas trop en quoi. Peut-être que c'est vrai, mais c'est vrai que c'est pas inspiré dans le sens où ça va être un biopic. Parce qu'il y a des histoires où je pense que c'est plus métaphorique, où ça reprend une partie de sa vie qu'on réadapte au goût du jour. Notamment la troisième histoire où c'est l'histoire de deux lycéens japonais de notre époque qui vont porter des jupes. Voilà, sans être un spécialiste de la vie de Gabriel Chanel, je pense pas que ça soit un étudiant japonais du 21e siècle. Voilà. Mais à côté de ça, les trois histoires sont bien sympathiques. J'ai quand même une petite préférence pour la troisième histoire, donc celle avec les étudiants japonaises qui portent des jupes. Et en fait, ce qui est vraiment incroyable avec ce bouquin, c'est vraiment tout le soin qu'il y a sur l'objet. Alors ça doit se voir depuis tout à l'heure avec la lumière, c'est que la couverture est totalement brillante des deux côtés. Il y a un petit effet de brillant différent au niveau des flacons de parfum qui sont juste ici. Il y a un petit effet de... C'est gonflé en fait à ce niveau-là, donc il y a un petit effet de matière au niveau du titre miroir, et ça finit. Pareil, il y a un effet brillant sur quand on retire la jaquette. C'est un petit effet brillant métallisé. Les couvertures sont toutes en papier glacé, donc on est vraiment sur un papier un peu plus... Enfin, un bouquin qui est un peu plus dur, et comme il n'est pas très épais, j'ai peur de péter le dos à chaque fois. Et en fait le truc, c'est que si le bouquin est en papier glacé, c'est que une bonne partie du bouquin est en couleur. Il y a des pages en noir et blanc classique, il y a des pages en noir et blanc avec une chromie, donc une seule couleur, qui ressort en plus nettement, parce que il y a ce côté tout est noir et blanc, et il y a des pétales bleus ou le rouge à lèvres rouge qui apparaît, et il y a des pages en couleur, ça varie de pages. C'est vraiment un magnifique objet. En termes d'histoire, c'est pas non plus une claque de fou. Quand on apprécie le travail de Demizu Posuka, c'est un indispensable, hein. Moi j'ai beaucoup aimé son style sur The Promised Neverland. J'ai un de ces deux artbooks sortis chez Kazé, il faut que j'achète le deuxième un de ces quatre, celui qui est jaune-orangé, sorti il y a quasiment un an maintenant. Et voilà, donc je l'ai pris pour le duo de The Promised Neverland, et j'avoue que je suis pas mécontent de l'objet, qui est vraiment très très beau. Moriarty The Patriot, tome 13. Donc on arrive, pour moi, de ce que je comprends dans l'arc final de Moriarty. En plus, je crois avoir vu passer il y a très très longtemps que le manga s'approchait de son arc final. En même temps, l'arc, enfin là on arrive dans l'enquête qui s'appelle Son dernier crime. Je suis pas un spécialiste, mais je pense quand même qu'on arrive sur la fin du manga. Il y a deux tomes, on a deux tomes d'écart avec les japonais, ou trois tomes, je crois qu'ils sont en tome 15 ou 16. Je crois qu'en plus tome 16 est sorti il y a très très longtemps, donc peut-être que le manga est terminé et qu'on n'est pas au courant. Voilà, en tout cas, vraiment cool. Donc là, on est après les conséquences du tome 12, où Sherlock a tué, donc c'est le journaliste, dont j'ai oublié le nom, Milverton, je crois. Milverton, j'ai oublié son nom, j'ai un doute. Et donc Sherlock se rend à la police dit bah en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de cadavre, personne t'a vu et il n'y a que toi qui dis. Donc en fait bah t'as créé un crime parfait, on peut pas t'envoyer en prison parce qu'il n'y a, pas de- il y a, pas de- il y a pas de cadavre en fait. Donc pas de victime, etc. Donc il sort, et en parallèle de ça, il y a James Moriarty, William Moriarty plutôt, qui se révèle en disant bah je suis le prince du crime, et donc il se lâche un peu et il attend que Sherlock le capture, parce que comme il a dit, si Sherlock a tué une fois, il peut recommencer, et maintenant il peut me tuer. Donc hyper intéressant, là le prochain tome va se mettre dans un fait réel, c'est le grand incendie de Londres, qui a été adapté dans plusieurs mangas, notamment, il a été adapté dans la fin de la saison 1 de Black Butler, si je dis pas de bêtises. Je me souviens qu'il y a un grand incendie, en même temps ça se passe plus ou moins à la même époque, donc voilà, j'ai hâte de lire le prochain tome. L'Oxalie et l'or, tome 6. Donc on est toujours sur les tomes où en fait on suit Amelia depuis que Connor est parti, enfin il est plus avec Connor. Donc là les personnages ont avancé pas mal dans l'ouest, ils étaient à Cincinnati, ils sont allés dans Indiana, et là ils vont vers Saint-Louis. Donc là pour moi on a passé un peu le Texas, enfin
Voilà, si vous voyez plus ou moins géographiquement à quoi ressemblent les États-Unis, on est plus ou moins au niveau du Texas, mais un peu plus au nord. Il y a un petit passage court d'histoire où on nous explique, voilà, il y a 30 ans, les États-Unis étaient encore un petit peu une contrée de l'Angleterre, il y a eu la révolution, aux États-Unis. Ensuite, les Français, donc Napoléon a vendu ses territoires aux États-Unis et donc a doublé son territoire, donc tous les territoires qui étaient français, donc peut-être pas le Texas, mais tout ce qui est, Mississippi, la Nouvelle-Orléans et cetera, qui étaient des, colonies françaises ont été vendues par Napoléon pour financer des guerres qu'il a perdues. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, toujours aussi bien Loxley et Lore, bon là, ça le petit groupe que se crée Amelia est sympathique, j'ai hâte de voir par la suite, j'ai pas grand chose à dire de plus. Voilà, Loxley et Lore, toujours aussi sympa. Shine, tome 16, donc on a Ikuto et Miyuki qui participent au TGC, qui est donc le Tokyo Girls Collection, qui avait été annoncé, enfin, qui débutait vite fait à la fin du tome 15. Donc là, ils y participent. Alors d'un côté, tu as un peu notre Miyuki qui est, bah, qui va devoir affronter des mannequins qui sont beaucoup plus grandes qu'elle, donc il y a toujours ce petit conflit. Tu as Ikuto qui va devoir mettre en place son fameux sac qui peut changer de forme, et j'ai beaucoup aimé les idées et les petits moments où, genre par exemple, là, il y a une panne de courant et donc ça serre un petit peu son sac qui a des petits effets de lumière, et cetera, de miroir. Vraiment très très cool, Shine, j'apprécie toujours autant. J'ai beaucoup aimé le passage métaphorique en mode on se croirait à Paris, c'est toujours aussi bien. Il reste 9 tomes si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, moi je prends toujours un grand plaisir à lire cette série que je vous conseille toujours autant. J'ai pas grand chose à dire de plus, là c'était vraiment un tome full défilé de mode, donc avec, j'ai beaucoup aimé aussi quand t'as une mannequin qui doit prendre la place de Miyuki, sauf que bah, elle a des grands pieds, parce que Miyuki a beau être grande, bah, c'est quand même une petite carrure. Voilà, Shine, toujours aussi bien, j'ai hâte de lire la suite. Fortnite of the Apocalypse, tome 4, donc le quatrième tome des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Voilà, je rigole un petit peu. En fait, alors, je vais dire un truc, c'est que j'aime beaucoup le rythme que se crée pour l'instant Nakaba Suzuki, où on est quasiment dans les 2 premiers tomes d'un coup, après on a le tome 3 et le tome 4, et en fait, quasiment pour l'instant, chaque fois, j'ai une fin, une conclusion à chaque fin de tome, dans le sens où, là, ce tome-là, on est sur la suite du tome 3, donc il y a l'arrivée de Angara dans le groupe, mais donc, ça, c'est un truc qui a été résolu dans le tome 3. Ils arrivent dans un nouveau village, combat, fin du combat à la fin de ce tome, et le dernier chapitre, c'est on arrive dans le nouveau village, il va se passer ça dans le prochain tome. Et j'aime beaucoup ce rythme où, en un seul tome, t'as un arc complet, t'as pas cette frustration de dire « Ah, j'aurai la résolution dans le prochain tome », et comme on est au début, et les enjeux sont encore courts, il n'y a pas beaucoup de combats, etc., l'auteur a un rythme où on a un tome, un gros arc, et on passe au suivant. Alors maintenant, l'arc en lui-même, on est centré sur le pote qui faisait de la magie, qui fait de la lévitation, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. C'est son premier pote, et j'ai pas son nom qui est marqué ici, donc je suis comme un con, qui retrouve son oncle, qui est Hauser, qui était donc l'un des grands chevaliers sacrés de Seven Deadly Sins, donc qui était celui qui contrôlait le vent, qui était le pote de Gilsander. Donc, déjà, c'est un personnage qui est assez important de Seven Deadly Sins qui vient. On te parle de 2-3 autres grands chevaliers sacrés de Seven Deadly Sins. Il y a un personnage qui apparaît qui est juste là pour un caméo de Seven Deadly Sins. Et là, je me dis, ok, Fortnite of the Apocalypse, on peut le lire au début comme une nouvelle série, une nouvelle aventure dans le monde de Seven Deadly Sins, mais tout doucement, déjà avec l'arrivée de Camelot, etc., du roi Arthur, tu sens que si tu n'as pas lu Seven Deadly Sins, t'as pas toutes les armes pour apprécier pleinement le titre. Alors, parce que déjà, on fait des flashbacks sur hey, « je suis machin bidule », là, tu sens que c'est juste pour faire plaisir aux fans de Seven Deadly Sins, et le mec qui découvre, qui commence l'histoire avec ça, il peut vite être perdu. C'est peut-être un petit peu dommage, surtout si, de ce que j'ai compris, on l'avait vraiment vendu comme une nouvelle porte d'entrée dans cet univers. C'est un peu dommage parce que, bah, quand il y a un petit clin d'œil qui est vraiment pas visible, ou juste un personnage où on évoque un nom, tu dis bon ok c'est pas grave, là c'est vraiment, ça devient pour moi un peu plus important pour bien apprécier pleinement le titre, surtout qu'on nous parle du roi de Meliodas. Clairement, c'est-à-dire qu'il va sûrement apparaître, il n'est pas mort. Quand il va apparaître, je pense que si tu sais pas qui est Meliodas, tout le passif qu'il y a avec lui, sa copine et ses enfants, etc., tu vas vite être largué. Mais dans l'ensemble, ça reste un titre sympathique, j'aime beaucoup l'héritage qu'il y a du fait que Percival récupère la poignée de l'arme qu'avait Meliodas au début de la série. Donc à voir si ça va perdurer, surtout qu'en plus c'était quand même un objet qui est très très important pour la suite de la série, mais en tout cas, Fortnite of the Apocalypse, toujours un grand plaisir à lire, j'apprécie ce petit shonen, qui est, pour moi, comme je dis, sans prétention, c'est un bon petit shonen qui fait bien les choses, c'est pas un truc qui va me révolutionner la gueule, qui va me foutre des claques à chaque fois, j'apprécie ma lecture, point barre. Black Box, tome 2,
Toujours aussi bien. Black Box, j'ai pas grand-chose à te dire, Tsutomu Takahashi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc là, on est, après les premiers combats pro, de notre héros, Ryoga. J'aime beaucoup le passage où on dit: «Ouais, tu vas participer», alors je sais plus si c'est pas une interview, c'est une conférence de presse en vue d'un match contre un mec où, il prend le costard de son père qui est un costard qui est démodé, on dirait un yakuza. Il y va, en plus, il y va en mode crado, genre le costard qui est pas à sa taille, un petit peu démodé, les baskets dégueulasses, où il dit et en plus il explique, hein: «Je vais pas envie d'avoir des cloques, pour mon futur match», donc il y va en mode un petit peu, tranquille et il rencontre son, pour moi, futur rival, on va dire ça comme ça, donc Léon ou Réon, Rayon, qui est un ancien kickboxer, donc il y a un petit début de conflit entre le boxeur traditionnel et le kickboxer, petite bagarre où Ryoga le couche totalement. Donc après, lui, il va venir pour une petite vengeance parce que voilà, il dit: «Tu m'as couché en un coup, c'est pas normal». Donc petit sparring entre guillemets chez à son dojo, enfin à son gymnase, sur les entraînements. Et donc je pense que là, c'est là pour créer une petite rivalité qui va perdurer sur les 4 prochains tomes, parce que la série fait que 6 tomes. Voilà, Black Box, toujours un petit régal, moi j'apprécie ma lecture de ce titre. On va maintenant parler de Sidou, tome 16. Bah alors avant ça, je vais juste à faire une petite pause. J'ai prévu de parler de Soul Keeper et de Blue Heaven. J'ai le tome 3, j'ai les 3 premiers tomes de Soul Keeper, et j'ai acheté le tome 1 de la réédition de Blue Heaven de Tsutomu Takahashi. Je voulais en parler cette semaine. J'ai commencé à faire la vidéo, j'ai vu l'état dans lequel j'étais à cause de la chaleur qu'il y a eu à cause, bah, vous savez, hein, la canicule. J'ai pas pu faire la vidéo, enfin j'ai commencé à la faire, j'étais dans un sale état, je disais n'importe quoi. Quand j'ai commencé à monter, j'ai fait: «Non, ça sert à rien de sortir ça, c'est inregardable». Donc je la retournerai une seconde fois, un peu mieux, dans un meilleur état, quand il fera un peu plus frais. J'aurais pu la faire aujourd'hui, mais le problème c'est que, si je la sors aujourd'hui, c'est impossible qu'elle arrive, en bon état, elle sera dégueulasse. Donc je préfère faire ça, moi, le samedi, quand j'ai du temps, faire le montage le week-end, là où mes lectures, j'ai un peu moins besoin de montage, hein, finalement, hein, c'est comme j'ai dit, hein, une image ici, et puis basta, hein, genre, y a pas beaucoup de montage, j'ai juste, même ce que je dis raconte, hein, j'ai des conneries en live, il y a rien, quasiment rien de préparé, c'est souvent 3-4 lignes de j'ai aimé ça, 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 ça. Donc voilà, on va parler du tome 16 de Sidou, donc il reste plus que 9 tomes. Alors, j'avais oublié de le dire, il y a 2-3 tomes, mais en fait, on a dépassé la première publication de Panini qui s'était arrêtée au tome 14-15, si je dis pas de bêtises. Donc, encore on avance, enfin, c'est vrai que à chaque fois, à la fin du tome, j'avais pas fait, enfin, je parle jamais, mais à la fin du tome, on a les premières pages du manga, et c'est vrai que c'est assez marrant à chaque fois de finir le tome, de dire: «Purée, c'est vrai qu'il ressemblait à ça au début, il y a 15 tomes», parce que là, on a vraiment les héros qui sont devenus, qui sont adultes, hein. Le héros, Shotaro, il s'est marié, il y a la petite cérémonie de mariage, et c'est ce que je aussi, ce que je pensais avec les précédents tomes, l'arrivée des arquebuses, des armes à feu, ça commence à rendre les samouraïs, épée katana, un peu désuets. Là, on le voit dans ce tome-là, et en plus, on a aussi, grand méchant depuis le début, qui commence à un petit peu expliquer son plan de créer l'empire du Japon, de conquérir tout ce qu'il y a autour. À voir, comment ça va se passer pour les prochains tomes. En tout cas, Sidou, c'est toujours un réel plaisir à lire. Moi, je surkiffe, et si vous n'avez pas encore commencé, foncez, il reste plus que 9 tomes. On est vraiment dans la dernière ligne droite. D'ici un an et demi, le manga sera terminé en France pour la première fois, et ça fait super plaisir. Kamuya Ride, tome 6. J'ai pas grand-chose à dire sur ce tome, c'est vraiment un tome assez calme qui redistribue un peu les cartes, tout remet un petit peu à plat, qui fait quoi, qui est où. On a le héros qui a retrouvé son maître, il y a les petits délires avec le prince et son grand frère qui se retrouvent, et on commence à nous montrer un petit peu que le grand royaume de Yamato est plus ou moins au courant du bail de ce géant, qu'ils ont trouvé le trou, et cetera. On montre le cadavre. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire. En même temps, le fait que le tome 5 est sorti pour moi il y a très longtemps, j'ai plus tout en tête. Il faudrait que je me relise encore une fois le manga, mais je sais que par partir du tome 5, j'avais tout relu. Je vais pas refaire ça à chaque fois. Mais en tout cas, voilà, Kamuya Ride, visuellement, je surkiffe à chaque fois, mais c'est vrai que l'histoire, là, je l'ai pris, j'étais en mode, je sais plus, enfin, pourquoi le héros était déjà là, pourquoi Monko était là avec son maître, aucune idée. Made in Heaven, tome 10, je crois, sur 11, je crois que c'est l'avant-dernier tome, et j'ai un doute. Mais en même temps, vu comment se déroule ce tome 10, ça m'étonnerait pas que ce soit l'avant-dernier, parce que ça y est, le mangaka se souvient enfin de ses précédentes réincarnations, se souvient de ses précédentes, voilà, ses vies passées. Donc là, on sent qu'on est en train de clôturer tous les petits arcs narratifs. Il sort enfin avec son apprenti, son assistante, qui était donc la réincarnation de son amour d'il y a 1000 ans. On évoque vite fait sa 5e réincarnation,
qui était au début du 17e ou 18e siècle, où c'était un fermier qui traitait des vaches, et en fait, les 2 vaches qu'il avait, c'était sa future copine et son meilleur ami, qui était super content de se faire traire. Donc on passe à ça, et on accélère encore un petit peu, et le manga se finit avec son avant-dernière, ou je crois que sa dernière réincarnation, où ça avait l'air d'être une sorte d'étudiant à l'ère Meiji. Donc l'ère Meiji, c'est l'époque de Kenshin le Vagabond, c'est avant les Rôdeurs de la Nuit, c'est après Shyuran, et après tout ce qui se passe avec le Shinsengumi. Donc là, c'est vraiment le Japon s'est ouvert à l'Occident, c'est l'arrivée voilà, des Occidents, enfin la mode occidentale au Japon. Donc à voir ce que l'auteur va raconter avec cette incarnation dans le prochain tome qui est, d'après ce que j'ai compris, le dernier. Mais en tout cas, voilà, Made in Heaven, c'est toujours un petit plaisir. Kengan Ashura, tome 23, on est toujours dans les quarts de finale, on a même 2 combats de quarts de finale qui se déroulent dans cet unique tome. On a le combat, le deuxième et le troisième combat, le 24e tome sera donc la fin des quarts de finale, et donc dans les 3 prochains envois, ce sera les 2 demi et la finale. Donc 3 tomes, 3 combats, ça me paraît plus ou moins logique, même si je pense que le dernier combat va un petit peu déborder, je pense qu'il va faire au moins un tome et demi, enfin ou peut-être un demi-tome, mais après il y aura les conclusions, etc. Donc dans ce tome-là, on a le combat de Gizenga face à Wakatsuki, donc 2 gros colosses, hein. J'attendais vraiment leur combat parce que d'un côté, tu as une armoire à glace qui dit, qu'on nous avait dit que son corps, il avait une densité musculaire qui était hors norme. De l'autre, on a l'un des meilleurs tueurs à gages mercenaires de l'histoire qui s'affrontent, gros combat de bonhomme, des grosses patates. Ensuite, le combat qui est un peu plus court entre Kuroki et Wakatsuki, Mikazuchi, Rei, donc qui sont eux beaucoup plus axés sur la vitesse, tout aussi bien, en plus le passé commun du fait que son père a été tué par Kuroki lors d'une mission d'assassinat est intéressant. Dans l'ensemble, c'est peut-être même l'un de mes tomes préférés, avec mes combats préférés. Enfin, le combat Gizenga Wakatsuki, il est impressionnant, notamment pour la conclusion. J'ai hâte de voir le prochain combat entre le vainqueur de ce combat face à Oma. Et alors, Kuroki face, que je suppose être le Croc de Metsudo, va être incroyable. Franchement, le tome 24, j'ai hâte de savoir qui va affronter Kuroki. J'ai hâte de voir Wakatsuki contre Oma. Ça va être ouf. Non, franchement, le prochain tome, enfin les 3-4 prochains tomes, ça va être une dinguerie. Les voyages de Kitaro, second et dernier tome de cette suite, spin-off, je sais pas trop quoi, de Kitaro, enfin, je vais dire les voyages de Kitaro, de Kitaro le repoussant, Gegege no Kitaro. Donc le principe, c'est que Kitaro parcourt le monde. Alors j'ai pas trop de souvenirs du tome 1, enfin je me souviens qu'il voyageait un peu partout et qu'il avait rencontré notamment Blackbird, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me mélange avec autre chose. Et donc là, on est plutôt sur Kitaro qui poursuit Ratichon. Donc lui, à travers le monde, il est en Grèce, il rencontre la Gorgogne, en fait il se passe un truc, ce qui fait qu'ils doivent aller en Bulgarie rencontrer un loup-garou pour guérir de ce qui s'est passé contre la Gorgogne, mais il se passe un truc avec le loup-garou et ils vont à Rome, et en fait il y a un peu une succession d'histoires où ils parcourent un petit peu l'Europe et le reste du monde, mais en fait des fois c'est un petit peu forcé, c'est genre, ah, on n'a pas réussi à faire ça, donc on va faire ça là-bas. Ah, mais on a fait une connerie là-bas, donc on doit aller là-bas pour résoudre le problème d'avant. Et il y a un petit peu à chaque fois, c'est bon, maintenant qu'on a foutu la merde avec les vampires, on va peut-être aller en Afrique du Sud pour rencontrer un serpent géant. Il y a un petit peu ce côté peut-être maladroit, prétexte à parcourir le monde, qui aurait pu être juste résolu par on fait le tour du monde en 80 jours. Point. Après, je suis juste un vieux con qui fait chier sur tout et n'importe quoi. Dans l'ensemble, c'était cool, surtout comme j'ai lu Kitaro le repoussant il y a quelques temps déjà, hein, ça fait 2-3 ans, je me souviens que au niveau décor, on était quand même sur le Japon des années 70-80, beaucoup de passages en forêt, etc. Là, on est un peu plus dépaysé parce que l'auteur se force aussi un petit peu à ce que Kitaro reste pas très longtemps dans un pays, ce qui fait qu'on est en Bulgarie, on est en Grèce, à un moment donné, il va à Paris, il va à Londres, etc. Et donc, on change à chaque fois de pays et donc de décors, et ça c'est je pense que pour lui c'est un petit peu forcé à faire différents décors, sortir peut-être de sa zone de confort, ça j'apprécie, donc voilà, c'est vraiment appréciable les voyages de Kitaro. En ce moment, je regarde la série Miss Marvel sur Disney+, qui s'est pris pas mal de shitstorm, le côté oui, c'est woke parce que l'héroïne est musulmane, alors que dans le comics, elle est musulmane aussi, et c'est une femme, etc. Enfin, les gens n'ont pas compris, ils ont dit oui, c'est juste, c'était pour remettre des clichés, alors que j'ai vu les 2 premiers épisodes, il n'y a pas trop ce côté cliché, j'en parlerai après avec du comics parce que j'ai le comics, on va parler de ça, et j'ai vu aussi que c'est l'une des séries qui a le moins bien démarré de Marvel. Je trouve ça un peu dommage parce que comparé à d'autres séries,
je trouve que c'est une des bonnes, pas la meilleure, parce que je trouve que WandaVision et Loki étaient clairement au-dessus, c'est mes préférés de Disney+. Il y a des séries qui sont quand même moins bien, que j'ai un peu moins appréciées, et en plus, j'allais dire WandaVision, Miss Marvel, c'est celle qui démarre avec le plus d'handicap, j'ai un défaut d'handicap, parce que d'une, c'est pas la suite ou avec des personnages repris du MCU, genre Loki, c'était la suite avec Loki, WandaVision, c'est la suite avec WandaVision, avec Wanda, le Faucon et Winter Soldier, c'est les personnages qui sont dans le MCU. On a eu quoi d'autre? Je sais plus, il y a une quatrième série, j'ai oublié. Bon, je sais plus. Il y a d'autres séries où c'était des acteurs connus, Moon Knight, et elle, c'est une actrice qui est pas connue, c'est ses premiers rôles, un personnage qui n'est jamais apparu dans le MCU, et en plus, ça fait partie d'un univers partagé avec Captain Marvel, qui est un film, en plus, Carol Danvers n'a pas été hyper appréciée des fans, un peu avec tous les handicaps, donc c'est normal qu'elle soit dernière. Et donc maintenant, moi, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers épisodes, je me suis pris le comics Miss Marvel, dans la collection Marvel Next Gen. Alors cette collection c'est quoi? Alors ça fait quelques temps qu'elle existe de ce que j'ai compris. En fait c'est des comics à petit prix. Genre là dites-vous, c'est alors normalement les comics Miss Marvel ils sont dans des fascicules qui font centaines de pages, qui coûtent à peu près 15-20 balles, où il y a 5-6 numéros fascicules j'allais dire japonais américains, donc qui font une vingtaine, trentaine de pages, qui sont regroupés dans un hardcover, etc. Format BD, donc là c'est un format un peu plus petit, entre la BD classique et le manga, c'est plus on va dire taille, grand format, allez à la Full Metal Alchemist Perfect, Rakai Blues, etc. Dans une couverture souple, hein, donc c'est pas hardcover, et on a 2 numéros dedans, donc en fait 2 tomes classiques dedans, donc là on a par exemple on a les 11 premiers numéros de Miss Marvel 2014, plus le All New Marvel No.1 2014, donc il y a 12 numéros dedans pour 13€. Enfin, 12,99€. Donc c'est vraiment du tout petit prix parce qu'en fait, pour moins cher qu'un tome classique Miss Marvel, on en a 2 dedans. Et donc, normalement, je crois que Miss Marvel, c'est 8 ou 9 numéros, donc je vous dis à 15-20 balles. Là, on en aura 4 ou 5 à 13€. Et donc, globalement, on a ce qui représente plus ou moins les 2 premiers épisodes de la série Miss Marvel, sachant que j'ai lu le tome 2, donc qui continue l'histoire. Là, on est plus ce qui va arriver dans le tome 3 que l'épisode 3 que j'ai pas encore vu. Et c'est vraiment bien. Alors, il y a tout. Il y a plein d'éléments dans ce comics qui ont été repris dans la série. Il y a l'histoire avec ses parents qui veulent pas qu'elle sorte, etc. La branche-up sur laquelle elle passe pour sortir. Ses pouvoirs qui sont très différents parce qu'elle est beaucoup plus élastique, avec ses poings qui grossissent, son corps qui peut changer d'apparence, qui peut s'allonger, etc. Mais moi, j'ai pris vraiment du plaisir à lire le comics, à voir la série, enfin, voir la série puis lire le comics. Alors, après, le comics a un avantage, c'est qu'il se passe dans l'univers de Marvel. Donc, il y a tous les personnages de Marvel qui peuvent intervenir. Là où la série du MCU, on est dans le MCU. Donc, dans ce comics-là, par exemple, un moment, Miss Marvel a déambule dans les égouts, elle tombe sur Wolverine. Ça, je pense pas qu'on l'aura dans la série live. Je pense pas qu'on aura Hugh Jackman ou une version Wolverine du MCU, j'y crois pas du tout. Donc, voilà, vraiment, je vous conseille de regarder c'est quoi le Marvel Next Gen. Je sais qu'il y a d'autres comics, ils ont fait du Gwen Stacy, ils ont fait Champion aussi. Il y a Spider-Man aime Mary Jane, et je crois avoir vu aussi il y a du Miles Morales. Donc vraiment intéressant, il y a quelques petits runs qui m'intéressent, notamment Miles Morales et Gwen Stacy, enfin Spider-Gwen, ça m'intéresse, et découvrir des petits comics à petit prix, c'est vraiment bien, surtout que Urban Comics va faire la même chose cet été avec Fable et The Preacher, qui sont des séries qui m'intéressent aussi à petit prix, 10€ tout cassé. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça, de Miss Marvel, le comics pas trop cher. Et on finit comme d'habitude avec Astérix et Obélix. Cette fois, c'est Obélix et compagnie, qui est donc le 23e tome, l'avant-dernier tome écrit par Goscinny. Et alors, je l'avais lu il y a très longtemps quand j'étais gamin, et j'avais des bons souvenirs. Et Parce que je trouve cet album bigrement intelligent. C'est un peu contradictoire avec certains albums précédents, parce qu'il y a tout un rapport avec l'argent qui est mis dedans, où un mec achète des menhirs Obélix, lui donne de l'argent, et après, les Gaulois deviennent un peu cupides et gagnent de l'argent pour racheter d'autres trucs, qui est un truc qui était un peu présent dans le précédent album. Il y a eu un album où ça parlait d'argent, je sais plus c'est lequel, mais il y avait un album qui m'avait marqué, où on parlait d'acheter des trucs, où on parlait de... c'est celui avec les impôts, en fait. Où clairement, ils savent que l'argent ça existe, et là d'un coup on a l'impression que ça devient nouveau pour eux, et qu'il faut absolument acheter des trucs,
c'est un peu bizarre, ce rapport à l'argent, mais même, ils étaient déjà enfin, ils avaient déjà acheté des trucs plusieurs fois par le passé, donc là, j'ai l'impression qu'ils découvrent l'argent et que donc, le troc n'existe plus pour eux et donc tu Obélix, il devient Cupide et les villageois qui disent: «Bah, attends, Obélix, il peut acheter plein de trucs et pas nous? Parce que nous, on n'a pas d'argent, on fait du troc? C'est pas normal ça» et donc tout le monde se met à acheter des menhirs et donc il y a tout après un délire sur la bourse où donc le cours du menhir monte et le mec qui a proposé le plan à Gessar, il fait: «Mais maintenant, on va les vendre aux Romains, les menhirs». Et sauf que, bah, il y a après, il y a un délire où, oui, on ne vend pas des menhirs qui sont pas romains, on n'achète pas les menhirs gaulois de l'étranger, et cetera. Donc, tout un délire avec, la bourse, l'achat de matières, enfin, de biens à l'étranger, et cetera, qui est encore très intéressant encore aujourd'hui. Bon, peut-être un peu daté, je pense qu'aujourd'hui, on parlerait plus de monnaie virtuelle, mais bon, monnaie virtuelle à l'époque des Gaulois, ça n'existait pas. Donc, Astérix Obélix, Obélix Compagnie, vraiment un très bon album. Je trouve que depuis quelques albums, les albums où ils restent au village sont très intéressants. Là où je trouve que là où ils quittent le village, par exemple, clairement, celui où ils vont chez les Indiens, il était un petit peu osef. Là où Obélix Compagnie était très bien, et le précédent qui était le cadeau de César était tout aussi très intéressant. Le devin était très intéressant aussi. Il y a eu une petite amélioration à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, Astérix. Là, donc le prochain, c'est Astérix et les Belges, le dernier écrit par Uderzo. J'ai acheté quelques albums après par Goscinny, mais j'ai peur. Clairement, j'ai peur. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En description, comme d'hab, il y a des liens vers tous mes réseaux sociaux. Et bah voilà, maintenant que je dis tout ça, bah, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!